Est-ce que là, on peut se dire que Rachida Dati et la droite parisienne seront un petit peu redevables quand même à Sarah Knafo? En effet, pour Sarah Knafo, il y avait l'idée qu'elle a émergé dans le débat public et dans le débat politique avec l'idée qu'elle était pour l'union des droites et qu'elle ferait gagner la droite partout, au niveau national, comme au niveau local et au niveau municipal à Paris. Donc effectivement, on voyait mal comment, lorsqu'elle termine troisième, parce que là, elle n'a pas terminé deuxième, elle a terminé troisième des candidats de droite, si on inclut Pierre-Yves Bournazel. Donc la dynamique est différente. Si elle avait été deuxième, ça aurait été différent, puisque logiquement, quand on finit premier, on tend la main au deuxième pour faire une alliance. Là, en l'occurrence, elle finit troisième, donc derrière Pierre-Yves Bournazel, il était très compliqué de justifier un maintien au second tour, et je rejoins tout à fait l'analyse qui a été dite, c'est-à-dire qu'elle aurait vraisemblablement perdu sur le vote utile peut-être un tiers de son électorat à minima, et elle aurait été plutôt autour de 7 à 8 points au second tour. Donc ça, c'est pour Sarah Knafo. Ensuite, après, l'enjeu quand même qui est posé pour la droite et Rachida Dati, c'est qu'en effet, il y a nécessairement, arithmétiquement, besoin des voix de Sarah Knafo pour l'emporter au second tour, ne serait-ce que par calcul mathématique. Rachida Dati a fait plus de 200 000 voix. Elle a 100 000 voix de retard par rapport à Emmanuel Grégoire. Sarah Knafo, c'est 84 000 voix au premier tour. Et surtout, l'enjeu qui est important, c'est que quand on regarde historiquement, entre guillemets, parce que Reconquête est un parti qui est jeune depuis 2022, les taux de report de voix de Reconquête, quelles que soient les élections présidentielles de 2022 et élections également législatives de 2024, les taux de report de voix de ce parti-là sont les plus importants par rapport aux autres partis. C'est-à-dire que quand vous prenez le taux de report de voix d'Éric Zemmour sur Marine Le Pen, on est autour de 90%. Et pareil sur les législatives pour des députés RN, comme pour des députés LR, parce que l'ADN de Reconquête, c'est l'union des droites. Donc, c'est quand même un parti pour lequel le taux de report de voix est censé être supérieur, même si je suis d'accord avec ce qu'a dit elle, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aura pas 100% des électeurs de Sarah Knafo qui voteront pour... et puis, il y a une inconnue. Et fusionner. Mathieu Hoc, il est évident que là, Emmanuel Grégoire ne répondra pas à cet appel? Non, en effet, la question pour Sophia Chikirou, maintenant, à partir du moment où Emmanuel Grégoire a dit, et à plusieurs reprises, après les résultats du premier tour, qu'il n'y aurait pas de fusion et qu'il s'y tiendrait, c'est est-ce que Sophia Chikirou retirera sa liste ou ne la déposera pas à l'issue des 18h aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, après, sur la grille de lecture sur l'élection, et notamment que ce soit pour la gauche ou pour la droite, on a tendance à beaucoup regarder par parti politique et par proximité partisane. L'électorat Bournazel, l'électorat Grégoire, l'électorat Chikirou. Je pense que cette élection, il faut la regarder plutôt d'un point de vue de la grille territoriale, c'est-à-dire où sont concentrés le nombre de voix. Et notamment quand on regarde pour ce qui est de la gauche, parce que effectivement, Emmanuel Grégoire aura besoin de voix quand même supplémentaires pour pouvoir battre Rachida Dati au second tour. Ces voix-là sont concentrées dans 2 ou 3 arrondissements, 18e, 19e, 20e. C'est là où Sophia Chikirou, je crois de mémoire, a enregistré plus d'un tiers de son score à Paris. Et de la même façon, on disait, vous parlez tout à l'heure, Ariane, je suis d'accord avec vous sur l'électorat Bournazel, mais Rachida Dati, il y a 50 000, l'élection, c'est pas vrai, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'approche territoriale, il y a 50 000 voix de gens qui ont voté sur un parti à droite, mais pas Rachida Dati, dans le 15e arrondissement, le 16e et le 17e. Donc, qui ont voté soit pour pour Madame Knafo, soit pour Monsieur Bournazel. Et ça représente 24 000 électeurs de Bournazel. Donc en fait, les voix qui ont voté pour Bournazel au premier tour et qui sont à récupérer sont aussi dans des arrondissements que l'on dit de droite. Donc c'est peut-être pas non plus un électorat centre-gauche qu'il faudra récupérer pour Rachida Dati du point de vue de ce qu'il a récupéré chez Pierre-Yves Bournazel, mais plutôt un électorat qui vote quand même centre-droit dans les arrondissements de droite. Alors, on vient de voir ce qui s'est passé à Paris avec la candidate LFI, Sophia Chikirou, qui a décidé, en tout cas jusqu'à l'heure qu'il est, là, 16h22, de se maintenir. On verra ce qu'il en est à 18h lors du dépôt définitif. Juste un mini-mot sur Sophia Chikirou. La stratégie, c'est quoi ? Vous savez, c'est pour que Jean-Luc Mélenchon puisse dire dimanche soir que si jamais Paris est perdu pour la gauche, c'est à cause des socialistes qui n'ont bien illustré, s'explique par le fait que, pour moi, par 2 raisons, qui est ce glissement, que ce soit au niveau des sympathisants RN, mais surtout au niveau des sympathisants LR, sur le souhait d'alliance avec le Rassemblement national. La première raison, c'est qu'on a eu progressivement, depuis donc 2020, si on reprend l'enquête qui avait été faite à la même époque sur les municipales, depuis 2020, on constate quand même une uniformisation des thèmes entre le Rassemblement national et les Républicains. C'est-à-dire que les Républicains glissent de plus en plus sur les thèmes du Rassemblement national ou se rapprochent des thèmes du Rassemblement national sur les questions régaliennes, de sécurité, migratoires. Et de la même façon aussi, le Rassemblement national se rapproche de plus en plus des thèmes des Républicains sur les questions économiques.
Jordan Bardella, notamment, a beaucoup lissé une partie de l'image économique du Rassemblement national, même si on sait qu'au sein du parti coexistent deux lignes. Le Rassemblement national, par exemple, un exemple très simple, c'est sur la réforme des retraites, est passé d'un parti qui était pour le retour quasiment à la retraite à 60 ans, ou en tout cas le maintien à 62 ans, à quelque chose qui est plus proche des thèses des Républicains. Donc on a une uniformisation des thèmes qui explique pourquoi les électeurs et les sympathisants se rapprochent au niveau de leurs convictions. Le deuxième élément aussi, me semble-t-il, c'est que chacun des partis constate maintenant avec la tripartition le fait que pour obtenir la majorité, eh bien, il y aura besoin, l'un aura besoin de l'autre et inversement. Le Rassemblement national ne peut pas gagner aujourd'hui une élection tout seul dès le premier tour à 50%, que ce soit au niveau national comme au niveau local, et c'est la même chose pour les Républicains. Le problème étant, c'est qu'au niveau des appareils, ils ne souhaitent l'union des droites, entre guillemets, que lorsque eux sont en tête. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de Marseille, Martine Vassal ne s'était pas opposée frontalement à un accord avec Alizio lorsqu'elle était devant Alizio dans les intentions de vote. Ça lui avait d'ailleurs été reproché. Dès lors qu'elle est derrière Alizio, forcément, et inversement. Et Alizio était fermé à un accord avec Martine Vassal s'il était derrière Martine Vassal. Et l'inverse est vrai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est que les états-majors ont une stratégie, une lecture politique qui est complètement différente des attentes des sympathisants. Et même, quand l'enjeu est extrêmement fort face au candidat Moudin, qui est donc au centre droit, et à Strasbourg, les Verts et LFI contre Catherine Trautmann, c'est vrai qu'on se pose un peu la question, quand on rentre dans le détail, de ce qu'on définit comme le fascisme. En effet, et c'est là où on peut dénoncer une forme d'hypocrisie de la part des élites, des partis politiques de gauche qui ont formé ces alliances, parce qu'en fait, ce qui guide la composition des alliances, notamment du point de vue du Parti socialiste, puisqu'on a bien compris qu'Olivier Faure, ce n'était ni sa stratégie d'imposer une ligne au niveau national, ni d'ailleurs il en avait le poids politique, puisqu'au sein de l'appareil du Parti socialiste, il a été quand même réélu au congrès du Parti socialiste avec assez peu de voix, et donc il n'a pas la main à 100% sur son appareil. Eh bien, on voit bien que la grille de lecture n'est pas une grille en fonction des valeurs, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une alliance, ce qui aurait pu s'entendre, c'est-à-dire on fait une alliance quoi qu'il arrive contre le Rassemblement national, quoi qu'il arrive contre la droite avec la France insoumise, parce qu'on considère que qu'il est mieux, et d'ailleurs c'est la position de Marine Tondelier, qu'il est mieux qu'une ville soit gérée par la gauche, même si la France insoumise est avec nous, plutôt qu'elle soit gérée par la droite ou l'extrême droite, ça aurait pu être une grille de lecture possible. Or, ce n'est pas celle qui a été privilégiée par le Parti socialiste, c'était plutôt en fonction de à quel point le candidat socialiste se sent menacé ou pas par rapport à la droite ou par rapport à l'extrême droite. On voit bien que Benoît Payan s'estimait plutôt confortable par rapport à Franck Alizio à Marseille, et donc il a refusé la main tendue par la France insoumise. On voit bien que Emmanuel Grégoire se sent encore plus confortable à Paris de par l'avance qu'il a de 12 points par rapport à Rachida Dati, qui explique pourquoi il a refusé la main tendue de la France insoumise. Donc ce qui a guidé finalement les édiles du Parti. Et par contre, Johanna Rolland, qui était pourtant contre un accord avec la France insoumise, à partir du moment où elle fait quasiment le même score que le candidat de droite, qui pourtant n'est pas un candidat d'extrême droite à Nantes, alors elle prend le parti de faire une alliance avec la France insoumise. Donc on voit bien que ce qui a guidé cette alliance-là, ce ne sont pas les valeurs ou une certaine vision de la politique, mais plutôt est-ce que la réélection est possible ou pas. Alors il y en a un qui est très critique vis-à-vis de ces alliances des différentes partis de gauche, c'est